Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Eh bien, bonjour à toutes et tous, bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Et bonjour Geoffrey. Salut Romain, salut Jean-Philippe. Salut. Bon, alors tout le monde va bien pour cette rentrée ? Ça va très bien. Ravi d'être de retour avec vous. Magnifique. Exactement pareil pour moi. Ravi d'être là avec vous. Eh bien, je vais continuer à prendre soin de nous, voyez-vous, puisque je vais vous parler aujourd'hui de bien-être, et de bien-être numérique. C'est-à-dire que je m'étais dit, je vais vous parler de digital well-being, parce que c'est comme ça que j'ai découvert le mot, et puis de toute façon c'est américain, donc voilà. Et en fait, il faut pas dire digital well-being parce que c'est une marque. Figurez-vous que c'est devenu un business aux États-Unis. Il y a un Digital Wellbeing Institute, etc. Donc, faut arrêter de dire ce que je viens de dire 3 fois déjà. Voilà, je peux éventuellement vous parler de digital wellness, mais je vais parler simplement de bien-être numérique. Voilà, donc bref. Vous le savez, donc dans le podcast, évidemment, on est très attentif à tout ce qui concerne la productivité, le bien-être. On aime bien la technologie. Enfin, la plupart d'entre nous, on aime bien la technologie. Je sais qu'il y en a un qui se déclare lui-même comme informatique, mais qui dirait pas qui c'est. Mais ça va beaucoup mieux, je me soigne. Ah oui, c'est ça. Voilà, et donc forcément, le bien-être numérique, c'est quelque chose qui nous parle. Et d'ailleurs, en fait, en rédigeant cette chronique, je me suis aperçu qu'on avait déjà parlé de beaucoup de choses par rapport à un aspect du bien-être numérique qui concerne la productivité. Parce que tous les podcasts qu'on a fait notamment sur le fait de transformer son iPhone pour en faire quelque chose de pénible, en noir et blanc, etc., de couper les notifications, tous ces trucs-là, on est déjà un peu dans la bonne direction. Donc, qu'est-ce que c'est que le bien-être numérique ? C'est quelque chose qui a été, on va dire, formalisé tel quel par une dame qui s'appelle Amy Blankson. Moi, j'ai découvert ça dans la revue Greater Good Magazine, avec mon accent français, de l'université de Berkeley, université californienne. Alors, qui est Amy ? Amy Blankson, c'est la cofondatrice donc du Digital Wellness Institute. Elle est aussi auteure d'un bouquin qui s'appelle Future of Happiness, donc le futur du bonheur. 5 stratégies modernes pour équilibrer la productivité et le bien-être à l'ère numérique et le bien-être numérique. Et elle est aussi autrice d'un autre livre dont j'aime beaucoup le titre mais qui n'a rien à voir, qui s'appelle Comment faire sourire un requin. Bon, elle est diplômée de Harvard et de la Yale School of Management. Elle est membre du Conseil mondial du bonheur. Je savais pas que ça existait à l'ONU, le Global Happiness Council. Elle est aussi membre de l'Organisation mondiale de l'innovation et accessoirement prof invité dans les formations en ligne de Oprah Winfrey. Donc là, ça vous donne un peu le niveau du smile, smile, smile. Hein. Souris, souris, souris. Positive attitude. Tu peux le faire, tu vas le faire. T'es un winner. Voilà. On est vraiment là-dedans. Ses travaux actuels, donc, c'est plutôt sur la manière de cultiver le bonheur et le bien-être à l'ère du numérique. Vous l'avez compris. Donc, le bien-être numérique, en quelques mots, c'est quoi ? C'est comment avoir une relation saine avec tous les outils actuels de notre monde hyper connecté. C'est-à-dire que la réponse, pour mieux se sentir par rapport à tout ça, c'est pas forcément de tout balancer par la fenêtre, c'est pas forcément d'essayer de réduire son nombre d'heures de consultation ou quoi. C'est plutôt de s'interroger sur la relation qu'on a avec les outils et finalement pourquoi on les fait. Parce que surtout avec le confinement et puis tout ce qui s'ensuit derrière, le télétravail, etc., la Zoom fatigue, comme on l'appelle, c'est-à-dire la fatigue due au fait d'être tout le temps en Zoom, c'est quelque chose de très réel. Les distractions, évidemment, se sont évitées d'autant plus. L'épuisement professionnel, c'est quelque chose qui guette beaucoup d'entre nous. C'est omniprésent. Et donc, l'idée là, ça va être de trouver un meilleur équilibre dans la façon dont les technologies numériques sont intégrées dans tous les aspects de notre vie. Ok. Donc, si je suis le fil, forcément, j'en arrive au concept de la santé numérique. Quelqu'un qui est en bonne santé numérique, pour Amy, c'est quelqu'un qui peut se concentrer et s'épanouir dans son travail, vivre en harmonie avec son environnement physique et numérique, établir des liens significatifs avec les autres, entretenir des relations solides en ligne et hors ligne, adopter des pratiques physiques et numériques saines, adopter une attitude attentive et prendre soin de ça en utilisant la technologie de manière intentionnelle, comprendre comment gérer ses données numériques à sa vie privée et contribuer à une communauté numérique positive dans ses réseaux. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses et ça explique pourquoi je vais faire plusieurs épisodes sur le bien-être numérique. Bon, peut-être pas forcément se suivre, mais en tout cas, il y en aura plusieurs. Aujourd'hui, je vais rester un petit peu presque dans les généralités. En tout cas, je vais quand même vous donner des choses, mais on va rester assez haut. Et puis, on verra après plus dans le détail sur chacune des différentes composantes que je vais vous lister ci-après. Donc, quand on envisage la technologie sous cet angle-là, on peut trouver ensuite des moyens plus créatifs et plus réalistes pour rechercher le bonheur. Hein. Alors, c'est vraiment là où ici c'est très américain, hein, c'est la pursuit of happiness. Et dans la Constitution, l'idée, c'est de dire, voilà, j'ai le droit d'aller chercher mon bonheur dans le monde numérique, en l'occurrence. Ok, pose les bases. Donc, ceci étant posé, maintenant qu'on est là, évidemment, il faut pouvoir évaluer où est-ce qu'on en est.
D'accord, on va évaluer son bien-être numérique parce qu'il ne suffit pas d'additionner le temps passé devant l'écran. Il va plutôt s'agir d'une évaluation holistique, prendre en compte plusieurs facteurs, comme le sentiment d'angoisse lié à la connectivité permanente. Je vois pas du tout de quoi tu parles, sentiment d'angoisse. Non. Personne n'a jamais mentionné ça. Non, jamais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non plus d'ailleurs que l'espèce de accablement numérique, le fait d'en avoir de partout, qui nous arrive de partout, de toujours tout. Non, ça non plus, on n'a pas. Non, ça non plus, absolument. Non, jamais entendu parler. Jamais. Et éventuellement les douleurs posturales liées au fait qu'on est tout le temps assis devant l'ordinateur, les canaux carpiens, tout ça, on connaît pas non plus. Non plus. Exactement. Voilà. Sans compter l'addiction, tout ça, non. L'addiction et toutes les émotions qu'on peut ressentir à la lecture d'un post qui nous révulse un petit peu et qu'on se dit je vais répondre tout de suite, je vais lui en mettre plein la tronche. Oui, comme ça jusqu'à. Longtemps qu'on n'avait pas parlé des trolls. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on va réfléchir un petit peu à tout ça. Donc, évidemment, l'idée suivante, c'est d'être à mi-chemin entre l'addiction et la détox. Parce que ça va être quand même assez difficile de tout couper. D'accord, on peut le faire ça pour quelques retraites, etc. Mais le monde est tel que maintenant, on peut pas faire ses impôts autrement qu'en ligne presque. Tout arrive maintenant. Même tout ce qui est sécurité sociale maintenant vient en ligne. Vous voyez, je pense à Madame ma mère qui est encore avec nous à 84 ans. C'est quelque chose qui la dépasse un petit peu. Oui. Mais bon, bref. Donc, pour trouver cet équilibre sain avec la technologie, ça implique de réfléchir à la manière, au moment, au lieu et à la fréquence d'utilisation de toutes nos technologies. D'examiner ce à quoi on prête attention et surtout aussi la qualité, d'accord, de cette attention lorsque nous le faisons. Donc, remettre de la conscience, quoi. Remettre exactement de la conscience. On pourrait presque parler de pleine conscience numérique. Voilà. On va chercher à s'aligner avec les technologies sur nos valeurs et nos motivations. Et vous voyez, je vais vous montrer après un petit exercice qui est assez rigolo là-dedans. Les recherches qu'ont menées donc ce Digital Wellness Institute se sont appuyées sur différents travaux, notamment ceux de Margaret Swarbrick. Alors, je sais pas si elle est très très connue, pas forcément, mais c'est quelqu'un qui a en gros mis 8 dimensions au bien-être. Ok. 8 dimensions dans un tableau et donc à l'ère numérique, ça donnait quelque chose comme ça. C'est-à-dire que donc je vais vous citer là les 8. La productivité, l'environnement, la communication, les relations, la santé mentale, la santé physique, le quantified self et la citoyenneté numérique. Alors, les premiers sont parlent d'eux-mêmes, quoi. Le quantified self, si jamais vous n'êtes pas très familier avec ça, c'est le fait de se mesurer soi-même sous toutes les coutures. Combien d'heures j'ai dormi, quelle est ma tension ce matin, exactement. Mon poids, ma masse graisseuse, ma masse maigre, etc., etc. Ce genre de trucs, voilà, avec tous les objets connectés qu'on peut trimballer sur toi, les petits anneaux, les montres, tous ces trucs-là, quoi. D'accord. Oura Ring. Donc, il y a aussi évidemment un questionnaire en ligne que j'ai passé et qui m'a surpris. Qui m'a surpris parce qu'il y a des zones où finalement c'est plutôt pas mal et j'étais content, mais il y en a où alors c'était phrasé du style vous pouvez y arriver ou encore un effort et bon évidemment comme je me connais un petit peu, je suis un petit peu vexé par certains trucs, mais voilà. Mais du coup je vais me mettre à y travailler et donc à mesure je vais essayer d'appliquer à moi-même les choses dont je vous parle ici. Ça veut dire quand même que quand tu as commencé à faire le questionnaire, finalement toi tu passais dans les clous. Et tu te disais en toi-même que tu étais parfaitement équilibré par rapport au numérique, c'est bien ça? Alors ouais, parfaitement, pas cette prétention-là, forcément, peu près, mais voilà, mais plutôt quand même bien, quoi, plutôt pas mal, tu vois. Après, j'ai aussi répondu au questionnaire en me disant des fois, je n'aime pas cette question. D'accord, donc il y a des questions qui t'ont titillé. Exactement. D'accord. Juste donc je suis quand même, je suis au milieu, hein, je suis pas non plus complètement à la ramasse, mais ma santé mentale est ok. Ça me rassure vachement. Alors, puisque tu en parles, des doutes. Puisque tu en parles en premier. mais tu vois, à la réaction de Jean-Philippe et moi-même, on pourra peut-être faire un off sur le sujet. Oui, c'est ça, d'accord. Okay. Je savais que je pouvais compter sur vous, c'est sympa. Voilà. Oui. Ma santé physique, c'est plutôt bien. Donc ça, c'est cool, c'est mon meilleur score. Mon meilleur score, c'est ma santé physique et ma citoyenneté numérique. D'accord. Donc, la citoyenneté numérique, c'est le fait de s'occuper de ses propres données sur Internet, faire en sorte que les machins se baladent pas partout, etc. Et ben sur la productivité, figurez-vous que je suis on my way, mais je suis pas plus loin que ça. D'accord. Je suis à 15 sur 25. Bon, pas foufou, quoi. En relationnel, c'est pas foufou non plus. Et là, c'est en bien-être. En bien-être, je suis un keep working on it, c'est-à-dire continuer à bosser dessus. Ouais, je m'attendais pas à ça. Mais bon, voilà. Donc, du coup, je bosse dessus. Tu me donnes très envie de faire le test. Je vais vous donner, donc, dans cet épisode aujourd'hui, 3 stratégies. Donc, c'est des stratégies assez globales. Forcément, je vais pas être toujours très très précis ou très hyper pragmatique, mais je compte sur vous pour me demander des exemples éventuellement si jamais c'est trop éthéré. D'accord. Donc la première des stratégies, ça va être de s'ancrer. D'accord, s'ancrer comme mettre une encre pour un petit peu arrêter le flux, etc. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de restreindre les heures qu'on va passer sur nos outils,
Il va s'agir de les utiliser avec intention, de manière pertinente. Réfléchir à comment, quand, où, pourquoi j'interagis avec la technologie, quels peuvent être les effets de ces choix sur d'autres aspects de ma santé. D'accord ? Donc, donner une intention, comme le dit Jean-Philippe tout à l'heure, à notre attention. Donc, rien de nouveau pour nous, non plus, chers auditrices, chers auditeurs, puisque c'est quelque chose sur lequel on revient assez souvent, mais là, c'est vraiment exacerbé. Je vais vous donner un petit exercice à faire, que vous pourrez faire dans vos chaumières plus tard. Vous pouvez faire si vous nous écoutez dès maintenant. Donc, l'exercice, il est suivant. On va faire un tableau avec 3 colonnes. Dans la première colonne, on va l'intituler cette colonne mes valeurs ou les choses qui comptent pour moi. Okay. Donc, ça peut être effectivement des valeurs ou ça peut être des choses comme les relations avec des personnes, la connaissance, la santé, le bien-être, enfin voilà, ce genre de trucs. Qu'est-ce qui compte pour vous? D'accord ? Et vous allez mettre le top 5 là-dedans. Dans la deuxième colonne, vous allez ouvrir les réglages de votre téléphone. Donc, sur les iOS, vous allez chercher réglages temps d'écran. Et sur Android, vous allez dans les réglages et ça s'appelle a priori bien-être numérique ou quelque chose comme ça. Et ça va vous donner les 5 apps que vous utilisez le plus. Ok ? Et ça va vous donner, en regard normalement, ça va vous donner aussi le temps que vous passez, temps moyen que vous passez sur ces apps-là. Okay ? Et donc ça, vous allez mettre ça dans la deuxième et troisième colonne. Après, troisième colonne, toutes les apps. Voilà. Une fois qu'on s'est réveillé de l'évanouissement en se disant mais waouh, je passe autant de temps que là. Tant de temps que ça sur ce truc. D'accord. Ouais. Exactement. Donc deuxième colonne, les 5 apps, et troisième colonne, le temps moyen de chacune des apps. Voilà, c'est ça. Ok, c'est clair. Et a priori, il y en a chez qui ça va faire mal. Parfait. Voilà. Et je l'ai pas fait encore ça. Je redoute, bizarrement, je redoute. Ouais. Donc le but de l'exercice, évidemment, c'est pas de nous faire culpabiliser, un petit peu, mais non, mais on va dire, le côté positif, c'est de nous faire prendre conscience. Prendre conscience du décalage entre les choses dont on prétend que ça compte pour nous et la manière dont on utilise effectivement notre temps. Et c'est ça qui va nous permettre, en fait, si on arrive à corriger ça, de se sentir plus nourri. Parce que c'est aussi le fait qu'on passe tant de temps sur des choses qui sont finalement pas importantes pour nous. On sait qu'on devrait pas, on le fait quand même, ça nous apporte des petits shots de dopamine, mais à la fin, on se sent pas nourri pour autant, on se sent pas bien. Enfin, je sais pas si ça vous fait ça, moi je sais que ça peut me faire ça. Ah oui, tout à fait. Ouais, voilà. Et donc partant de là, on va pouvoir s'ancrer et on va prendre un moment ensuite pour coucher par écrit nos intentions pour la semaine à venir. Sur quoi on va mettre l'accent sur semaine. Et ça, je suis assez content parce que c'est un truc qu'on fait chez Nexel 6. On travaille souvent là-dessus toutes les semaines, en début de semaine. Sur quoi on va bosser cette semaine. Et c'est un truc qui marche bien aussi. Et tout à fait, vous pouvez le faire aussi, pourquoi pas tous les jours au début. Pour vous dire, attends, aujourd'hui, ce qui compte pour moi, et ça rejoint un peu ce dont on avait parlé de Donald Miller, sur l'intention que j'ai donnée à ma journée aussi. C'est quelles sont les choses sur lesquelles j'ai bossé aujourd'hui. Je me permets d'interrompre, pour rester dans ce sujet-là très spécifiquement, si vous êtes sur Chrome, il y a une super extension qui est gratuite, qui a un freemium, qui s'appelle Momentum. Et à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle fenêtre Chrome, une fois que l'extension est installée, vous pouvez rentrer quel est votre focus d'aujourd'hui. Et donc, vous réouvrez une nouvelle fenêtre et il vous rappelle que votre focus aujourd'hui, c'est ça. Il peut gentiment vous ramener à ce qui est votre priorité lorsque vous pourriez être tenté d'aller naviguer sur d'autres sites web divers et variés. C'est ça. Installe ton propre flic numérique. Alors, il ne va pas t'interdire. Il y a encore pire pour interdire. On en a déjà mentionné plusieurs. Ouais. Celui-là, et en plus, c'est joli. Donc, voilà. Momentum. Okay. Ça marche. Donc, je vous donne quelques exemples. Un exemple d'une intention pour moins utiliser la technologie, par exemple, c'est de se dire, cette semaine, je jouerai moins à Candy Crush, qui va être l'application la plus utilisée, pour être plus productif, qui est une de mes valeurs, par exemple. Et là, je suis juste dans l'intention. On est d'accord, je suis pas dans le comment, forcément, derrière. Après, libre à vous d'aller voir comment vous allez faire ça. Et je peux voir aussi un autre exemple, c'est un exemple d'intention pour mieux utiliser la technologie. Cette fois, c'est de se dire, cette semaine, je vais me connecter à Duolingo, qui va être mon appli la moins utilisée, au moins 3 fois dans la semaine pour travailler mon espéranto, qui est mon objectif. Vous voyez ? Ça peut être des choses comme ça. Voilà. Donc, en fait, tout ça, ça tire parti du fait que les gens qui mettent leur intention par écrit, en général, ont 40% de plus de chances de réaliser et d'atteindre leurs objectifs. Donc, c'est histoire de dire, voilà, je vais mettre par écrit et ça me fait un petit garde-fou et pourquoi pas me le coller, effectivement, en bas de l'écran sur un post-it ou un truc comme ça où je pourrais le voir. Ok. Alors, deuxième stratégie. Donc là, la première stratégie, c'était donc de s'ancrer. La deuxième stratégie, ça va être de créer un terreau propice au bonheur. Rien de moins. Donc ici, il va s'agir de s'attaquer à la concentration et aux distractions qui sont causées par le fait d'être constamment connecté ou d'être en télétravail. On sait bien que s'arrêter pour lire un SMS, ça peut prendre 2 secondes et demie seulement.
Mais dans ce laps de temps, déjà, on double notre taux d'erreur sur les tâches de base, et puis on sait bien que ça peut prendre jusqu'à 20 minutes, avec une moyenne de 11 minutes, pour retrouver la même qualité de concentration d'avant l'interruption. Donc c'est un truc qu'il faudrait qu'on évite. Il y a une étude de 2016 de l'Université de Chicago qui révèle que même lorsqu'on réussit à ignorer notre smartphone, tout en nous concentrant sur notre travail, la simple présence de l'appareil à côté de nous réduit la capacité cognitive jusqu'à 10%. Le simple fait d'avoir un téléphone. Pas le téléphone sur la table. Exactement. Pourquoi ? Parce que ton cerveau anticipe le fait qu'il pourrait recevoir un message. Oh là là. Et il va consacrer des ressources à ce message potentiel au lieu de rester concentré sur la tâche à accomplir. Ouais. Un truc qu'on avait déjà vu, on avait déjà parlé un petit peu tout ça sur l'épisode, notamment sur le smartphone. Donc là, évidemment, il va s'agir non seulement d'enlever toutes les notifications, mais aussi de planquer l'objet. Alors on peut le mettre, si on travaille avec un portable, on peut le mettre derrière son écran. Ça, on le voit plus, au moment où il est pas loin. On peut le mettre dans le sac aussi. Donc moi, je préfère ça, parce que derrière l'écran, je suis tout à fait capable de fermer l'écran, de partir et d'oublier mon smartphone. C'est aucun problème avec ça. Donc, je préfère, c'est plus safe de le mettre dans le sac. Enfin voilà. L'idée, ne pas l'avoir sous les yeux, mais à portée de main. Après, si on télétravaille de chez soi, évidemment, il faut avertir les autres s'il y en a des créneaux de travail. Et comprendre aussi que si on a un enfant, un conjoint ou un colocataire qui nous interrompt et qui nous demande tout le temps quand est-ce qu'on aura fini de travailler, ça, la communication non violente et une réflexion sur les besoins peut nous aider à comprendre qu'en fait, ce qu'il demande, c'est quand est-ce que vous serez disponible pour un temps d'échange avec, pour nourrir son besoin, d'accord, de communication et d'échange. Okay. Passer d'une tâche à l'autre, ça peut quand même nous faire perdre jusqu'à 40% de la productivité aussi. Donc, éviter le multitâche, mais ça, on le sait déjà. Et je viens à l'espace de travail. À l'espace de travail, l'idée, vous savez, on vous recommande toujours d'avoir un espace de travail dans ces conditions-là qui soit dédié à ça uniquement. D'accord, c'est vraiment le lieu pour ça et qui ne soit pas partagé. Et j'ai trouvé dans mes petites recherches la méthode CLEAR, donc CLEAR comme clair en anglais, CLEAR, pour aider à arranger son environnement. Donc je vous la donne puisque je me suis dit tiens, ça peut être intéressant. Donc le C de CLEAR, c'est pour clear your desk, nettoyer votre bureau. Donc l'idée, c'est pas toujours d'avoir un bureau nickel. Quand on travaille, c'est normal qu'il y en ait partout, qu'il y en ait dans tous les sens, qu'il y ait des feuilles, des crayons, des machins, tout ce qu'on veut. C'est juste l'idée de se dire, quand j'ai fini, je range. C'est-à-dire que mon travail n'est pas fini tant que mon bureau est en désordre. Et ce qui fait que quand j'arrive, évidemment, j'ai un bureau qui est nickel. Le fait d'avoir un bureau en désordre, c'est un peu comme une inbox mail pleine. C'est que tout ce que je vois dans mon cerveau va aller allumer des petits réseaux de neurones dans tous les coins qui me rappellent qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Même si je décide pas de le faire maintenant, le désordre me rappelle tout un tas de choses que j'ai pas faites, que je suis en train de faire, etc. Même si j'ai un système, etc. Donc vraiment, ranger le bureau, l'espace de travail. Le L de clear, c'est pour lift your computer. L'idée ici, c'est d'être dans une bonne posture par rapport à l'écran. Donc le lift, c'est parce que souvent les gens vont être sur des portables et le portable peut être un peu trop bas sur la table pour notre posture vis-à-vis des coudes, des poignets, etc. Donc l'idée, ça va être effectivement de faire attention à sa posture. Et ça peut passer notamment dans l'investissement d'une chaise ergonomique. Moi, je sais que j'ai changé de fauteuil il n'y a pas si longtemps, je me suis pris un fauteuil de gamer. Ces trucs-là coûtent cher, mais en même temps, c'est hyper optimisé. C'est hyper ergonomique. Voilà, donc ça peut être aussi une rehausse pour le coup pour votre portable si jamais il est trop bas. Ça peut être, si vous branchez ça sur un écran, faire en sorte que par contre la hauteur de l'écran soit au niveau de vos yeux, pour que vous n'ayez pas besoin de le lever et donc de vous faire mal à la nuque à force. Voilà. Donc, faire attention à votre posture par rapport à ça. Le E de clear, ça va être pour eliminate distractions, donc éliminer les distractions. On a parlé du téléphone, mais finalement, n'importe quel objet qui est susceptible de vous interrompre, hop, ça va dans un tiroir. Le A, ça va être pour activate a dedicated workspace. Donc, en l'occurrence, ce que je vous disais au début, c'est que votre espace de travail doit être dédié, il ne servir qu'à ça, il doit être pas partagé avec les autres. Et si jamais vous n'avez pas assez de place, vous n'avez pas une pièce dédiée pour ça, vous pouvez trouver un moyen pour délimiter ce territoire autrement. Je sais qu'à une époque, effectivement, j'avais pas de place pour un bureau. Je m'étais servi d'étagère dans mon salon, d'étagères avec des livres dessus, pour séparer ça de mon espace de travail. Mon espace de travail était derrière les étagères. Voilà. Le R pour refresh your office, donc ajouter des plantes vertes, en fait. Une étude japonaise, cette fois-ci, une étude japonaise de 2019, a montré que les personnes qui ont des plantes dans leur bureau, même juste une bête plante grasse dont on va jamais se préoccuper, ça fait baisser les niveaux d'anxiété et de stress dès le premier mois et dans de grandes largeurs. Donc, au final, il ne s'agit pas tant de la taille de l'espace de travail que de la manière dont vous allez le personnaliser. Donc, voilà, ça, c'était la fin. Ouais, vas-y. Donc, je sors de l'épisode et je vais acheter des plantes grasses. Exactement. Parfait. Hyper important. Non, mais c'est vrai, c'est super important. C'est super important. En plus, c'est vachement sympa à voir. Donc, voilà, c'était la fin de ma deuxième stratégie.
La troisième stratégie, ça va être d'optimiser ses habitudes. Et là, je vais vous renvoyer vers notre épisode sur les tiny habits, sur les micro-habitudes. Parce que ça n'étonnera donc pas celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast, notre vie entière tourne autour de routines et d'habitudes. En fait, quand je dis entière, c'est à peu près 43% de nos comportements quotidiens, d'après le journal de la personnalité et de la psychologie sociale de 2002, tournent autour de ces habitudes, des choses qu'on fait de manière mécanique. Ok, 43% uniquement. Uniquement. Alors, c'est-à-dire que là, on parle des habitudes qui sont vraiment, tu sais même pas que tu le fais, quoi. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire, tu t'habilles toujours pareil. Mais tu sais pas que, en fait, t'as jamais regardé que tu mettais toujours la chaussette gauche avant la droite, par exemple. D'accord. Et voilà, quand tu portes attention à ça, tu t'aperçois qu'effectivement, c'est toujours ce que tu fais. Ouais, comme croiser les bras, toujours dans le sens, etc. Ouais. D'accord. Voilà, alors évidemment, parmi ces habitudes, il y en a des bonnes, puis il y en a des moins bonnes. Voilà. Oui, parce qu'il y en a qui. Alors les moins bonnes, c'est parce qu'à une époque, c'était bonne. Elle répondait à une stratégie, sauf que maintenant le problème est réglé et puis la chose est restée, sauf que maintenant elle ne sert plus à rien et même voire elle nous dessert dans ce qu'on a à faire. Donc vous savez aussi qu'une habitude qui dure, ça se plante petit et ça se nourrit régulièrement pour pouvoir grandir. Donc vraiment le travail de BJ Fogg ici sur les tiny habits, sur les micro-habitudes, c'est quelque chose de fondamental. J'en profite juste pour aussi flinguer 3 mythes au passage. Le premier mythe, c'est de penser qu'une habitude se forme en 21 jours. Oui, ça on va... Voilà, on sait que non. Non. Et je rappelle, la seule étude qui a été faite vraiment sérieuse là-dessus montre qu'en gros, il faut entre 18 et 254 jours pour créer une habitude. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en sait rien. Oui. Et c'est normal, parce que ça dépend de tellement de facteurs. Ça dépend de soi déjà, ça dépend de l'envie qu'on a d'installer cette habitude, ça dépend de notre capacité à réaliser l'habitude en question. Ça dépend de la fréquence, ça dépend de l'environnement. Ça dépend du moment où on le fait, de la fréquence. Voilà, c'est ça. Donc, on oublie cette espèce de truc de 21 jours, ça ne marche pas. Le deuxième mythe, c'est de penser que les récompenses sont des motivations. Ne marche pas non plus. Sinon, on irait tous à la gym. Exactement. Voilà. Et non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et en général, quand on a eu la récompense, on a oublié de faire l'habitude, puisque ça y est, on a eu notre shot. Et le troisième, et qui est moins répandu quand même, mais que j'ai entendu parfois, c'est de se dire que l'information entraîne la transformation. C'est-à-dire le fait d'être mis au courant de quelque chose fait que tu vas agir forcément différemment. Toujours pas. Peut-être agir différemment, mais de là à changer une habitude... C'est ça. C'est-à-dire que savoir et faire sont deux choses très différentes. Personne ne sait que la cigarette est mauvaise, par exemple. Ou que le sucre est mauvais dans l'alimentation. Non. Croire que non. C'est incroyable ce qu'on est mal informé. Et fumer du sucre était vraiment encore pire du pire. C'est ça. Alors là, Jean-Philippe, je suis pas sûr que... Non mais il essaye, il est créatif. C'est ça, il est créatif, Jean-Philippe, il essaye des trucs comme ça. Bon. Donc voilà, pour tout ça, en fait, pour toutes ces parties-là, vraiment, je vous renvoie au Tiny Habits, réécoutez l'épisode, parce qu'on l'avait, je crois qu'il avait été assez complet là-dessus. Il n'y a pas mieux pour créer des habitudes. Donc, les pistes, toujours commencer très petit, mais vraiment très petit quand on crée une habitude. Enchaîner les nouvelles habitudes aussi, à des habitudes déjà bien établies. Ça, c'est une bonne méthode pour créer des nouvelles habitudes. C'est de repérer les choses qu'on fait déjà d'une certaine manière. Et dès qu'on les a faites, on s'en sert comme déclencheur pour la prochaine habitude qu'on veut coller derrière. Vous voyez, c'est une encre qui est vraiment forte puisque la première habitude est déjà installée. Donc, c'est assez tranquille. Et autre piste aussi, ça va être de réduire la friction. Donc, quand on veut installer une nouvelle habitude positive, on va réduire la friction dans la réalisation de cette habitude. C'est-à-dire, en gros, on va se faciliter la vie. On va préparer l'environnement. Si vous voulez vous mettre à boire plus régulièrement des bouteilles d'eau, vous allez faire en sorte que votre gourde soit toujours à portée de main. Si vous voulez partir jogger le premier truc le matin, vous allez mettre... Ah, et là, je vois mes comparses qui lèvent tous leurs gouttes, donc c'est super. Si vous voulez jogger le matin, vous allez mettre vos chaussures au pied du lit, et il y en a même qui dorment en jogging. Bon, c'est pas forcément un truc que je recommanderais, mais en tout cas, voilà. Le truc, il faut vraiment qu'il y ait zéro friction là-dedans. Évidemment, à contrario, si vous voulez enlever un mauvais comportement, je pense que je ferai un épisode sur comment arrêter un mauvais comportement, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Et puis j'ai refait un petit tour du côté des Tiny Habits, et ce sujet-là a été vraiment exploré beaucoup plus profond. Mais en gros, dans les grandes lignes, pour arrêter un mauvais comportement, on va au contraire augmenter la friction à la réalisation. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'éloigner le plus possible tout ce qui peut nous inciter à faire ce mauvais comportement. Parfois, on peut aussi le remplacer, mais encore une fois, je vous ferai un détail là-dessus. Donc voilà, c'était les trois grandes stratégies. Donc s'ancrer, c'était la première. Qu'est-ce que j'ai fait de ma deuxième ? La deuxième, c'est les 3 colonnes. Vous n'êtes pas attentifs, les gars. Vous n'êtes pas attentifs. Donc, s'ancrer la première, créer un terreau propice au bonheur, qui était la deuxième, effectivement. Voilà. Et optimiser ses habitudes, qui est la troisième grande stratégie globale pour un bien-être numérique. Ah, c'est super. Merci. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Est-ce que vous pensez être en bonne santé numérique ? Alors, si en ne fouillant pas, à peu près.
Après, effectivement, peut-être que on va s'apercevoir que on passe beaucoup trop de temps sur Candy Crush. Mais j'ai entendu dire que les temps passés sur Candy Crush comptaient dans les trimestres de la retraite. Ah, c'est pour Est-ce ça. vrai, est-ce faux? Ça, il va y avoir un paquet de retraités qui vont être bien servis, là. C'est bien. C'est bien. Plus sérieusement, je dirais que tout ce qui est... je suis très très peu sur les réseaux sociaux. Donc, je sais pas, je suis curieux de voir comment est-ce que dans le questionnaire, ils annotent ça. Est-ce que du coup, c'est des points négatifs parce que je n'engage pas, je suis trop en détox et je n'engage pas suffisamment? Je veux dire... j'ai fait l'erreur d'aller sur Instagram. Enfin, l'erreur, non, c'était une expérience intéressante. Il y a quelques jours, j'y ai passé 1h30. Ah, c'est fou. Et c'était rigolo parce que c'était un moment, j'étais en vacances, il y avait du temps, donc voilà, c'était très bien. Et j'ai pas vu l'heure 30 passer. Et non. Ouais. Et j'ai redésinstallé Instagram tout de suite après. Direct. Donc, c'est clair. Voilà. C'est clair. Et pareil, alors Twitter, j'y suis même pas. Facebook, j'y suis depuis 4 ans, etc. Donc, je serais vraiment curieux sur ce côté connexion aux autres, réseaux sociaux, communication, etc. De voir dans le formulaire comment est-ce qu'ils comptent les points. Est-ce que ils estiment qu'il faut en faire un petit peu parce que si t'en fais pas du tout, t'es juste inexistant et c'est pas bon non plus, etc., etc. Parce que je trouve que typiquement pour moi, ça serait dur de faire qu'un tout petit peu d'Insta ou un tout petit peu de Facebook ou un tout petit peu de etc. Je sais que, je sais pas, comme tout le monde, on va m'envoyer un message sur Messenger, puis je vais avoir une alerte quelque part. Je t'ai envoyé le truc via Messenger sur Facebook, va le chercher. Donc, je me connecte. Et puis, lorsque je me connecte à Facebook, je repère 40 minutes. Il fait ci, un tel. J'ai pas une news de machin, etc. Mais comme tout le monde. Et ça serait difficile pour moi de trouver un équilibre de je préfère n'être pas connecté et n'y aller jamais. Et puis finalement, les news importantes, elles arrivent quand même, que prendre le risque d'avoir l'appli sur le téléphone et perdre des heures et des heures par semaine. Clairement. Mais en fait, c'est pas trop mal fait. Alors, il n'y a pas 3000 questions non plus. C'est pas un gros questionnaire de psychologie super poussé, mais il est quand même pas mal fait parce que justement, il y a un peu, tu sens un peu l'équilibre là-dedans. C'est-à-dire, on pourrait très bien imaginer que le fait d'avoir coupé, d'avoir enlevé totalement tous ces réseaux-là, t'enlève des points du côté relation. Tu vois, ou sentiment. Parce que je me rappelle d'une question notamment qui est quelque chose comme je considère que les réseaux sociaux me permettent de m'exprimer sur certains sujets importants pour moi. Bon, pas forcément dit comme ça. Et je sais qu'il y a des fois, je dis pas que c'est vrai, mais j'ai l'impression quand je vais mettre un post sur tel ou tel truc où je me dis c'est important pour moi d'agir là-dessus, c'est important pour moi de dire ça. Tu vois, je saoule en ce moment sur un des réseaux, je saoule pas mal de mes contacts avec tout ce qui est autour de l'écologie, etc. Mais il y a un côté exutoire, c'est ça. Il y a un côté comme exutoire, c'est-à-dire que je l'ai dit, il y a un côté où j'ai dit ce truc-là est important pour moi. Si ça reste là, si j'en ai parlé à j'en ai marre de saouler ma femme, mes enfants, tout ça. Voilà, il faut que ça sorte. Et le fait de le poster sur un réseau social, j'ai l'impression de me dire waouh, ça y est, j'ai mis un 4x3 dans Paris, tout le monde sait ce que je pense là-dessus, ouf. Donc je dis pas que c'est ça non plus, mais je reconnais que il y a ces des fois il y a cette espèce de sensation là, mais qui dans le positif peut être le fait de se dire voilà, j'ai un truc à dire, j'ai un endroit pour le dire. Je garde pas cette espèce de frustration là, donc peut-être que ça participe de ma santé mentale, peut-être que ça va aussi ça peut aller trop loin dans la santé mentale, j'en sais rien. Mais donc tout ça se contrebalance en fait. Ce qui est intéressant quand même là-dedans, c'est que ça redonne à ce qu'on pensait être de simples outils leur dimension sociale, humaine, et que ces trucs-là agissent comme une drogue dure en fait quand même quoi. C'est quand même incroyable. On sort des vacances là estivales. Ma situation personnelle fait que je regarde particulièrement les ados et les jeunes ados avec leur portable. C'est ahurissant. Tu disais, c'est qu'on touchait à peu près son téléphone 2400 fois par jour. C'est un truc de dingue. Là, je voyais, et c'est en vente libre, quoi. Donc ça veut dire, non, mais parce que je suppose que nous, on l'a eu quand on était adulte, d'accord ? Alors, certainement que la génération, celles qui l'ont eu à la naissance, en définitive, il y a un moment où ils vont, j'espère, l'utiliser peut-être de meilleure manière, etc. Mais enfin, quand même, on leur propose quelque chose dès l'adolescence, vraiment quand les esprits sont jeunes, qui agissent comme des drogues dures, quoi.
C'est ça, mais surtout que leur cerveau, et ça, alors j'ai pas les références ici, mais il y a des études qui ont été faites là-dessus en France aussi, le cerveau des ados et des enfants encore plus, n'est pas du tout à même de résister à ces propositions de dopamine, de shots comme ça. C'est vraiment sélection. Et le pire dans ce que tu dis aussi, c'est que l'intention, c'est intentionnel de la part des gens qui font ça. C'est créé pour qu'on soit accro au truc et pour qu'on y revienne. Bah tu me proposes une transition ou un teasing parfait sur un des prochains épisodes de notre podcast où le fait d'avoir ces outils nous permet de nous soustraire à toutes les émotions inconfortables qu'on peut rencontrer dans notre quotidien. C'est-à-dire que je ressens une émotion inconfortable parce que je m'ennuie, aussi simple que ça. Hein. Je ressens une émotion inconfortable parce que, puisqu'on peut parler de procrastination, j'ai quelque chose à faire que je n'ai pas envie de faire. Et tous ces outils digitaux nous permettent de nous abstraire de la réalité de la vie. Et d'un seul coup, la problématique auquel on était en train de faire face, qui fait partie de la réalité de nos vies. C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant quand tu parles de la première étude de s'ancrer. Cette réalité de la vie et ce qui crée cette émotion désagréable, et ben du coup on la balaye, complètement et on n'en tient plus compte. Donc on peut pas grandir, on peut pas s'y confronter, c'est beaucoup plus difficile d'apprendre parce qu'il faut non seulement se confronter à l'émotion, mais il faut aussi se confronter à l'addiction et arriver à ne pas céder à la facilité. Et dans ce sens-là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est clair. Parce qu'à l'époque où les vieux croutons comme nous, on avait juste à lutter contre le côté désagréable de devoir faire l'effort d'apprendre. Absolument. Mais là, eux, ajoutés à ça, ils ont toute la distraction facile à côté. Absolument. C'est-à-dire qu'ils ont une double lutte à faire là-dessus. Et puis, tu avais des moments, je sais pas, tu peux te souvenir quand tu étais dans un train ou quand tu étais en voiture, ou etc., ou même en avion, où tu n'avais rien à faire. Il y avait beaucoup de moments, donc par défaut, tu étais amené à apprendre. À apprendre de cette expérience, de l'ennui, de la présence, d'être connecté à quelque chose qui n'était pas confortable. Et du coup, cette expérience, elle pouvait te servir à d'autres moments. Mais là, cette expérience, elle n'existe plus. C'est très, très rare de voir des ados, des jeunes qui ont rien à faire et qui ne font rien. Et du coup, c'est d'autant plus difficile pour eux je pense, de se confronter à la réalité de cette expérience peu évidente. Dans Pinocchio, il y a un moment où les enfants sont réunis dans une espèce d'endroit où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, etc. Et il n'y a pas d'ennui. Et ils deviennent physiquement des ânes. Je me souviens très bien. Vous êtes très peur. Voilà. C'est clair. Okay. Voilà. Donc, teasing pour un prochain épisode. Qu'est-ce qui se passe quand on se soustrait à notre quotidien, à la vie réelle? Magnifique. Écoute, j'ai hâte. Et pour faire un teasing aussi sur mes épisodes, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, les prochaines fois, je vous parlerai effectivement je vous donnerai des choses pour chacune des 8 dimensions, du bien-être. Donc, des outils pour lutter et pour retrouver votre épanouissement là-dedans. Et j'en ferai, je pense, aussi un troisième sur comment embarquer ça dans l'entreprise, en collectif et en équipe. Comment on peut mettre en place des culture autour de ça. Voilà. Merci. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux pour votre implication et votre bonne écoute. Merci Robin. À bientôt.